très rapidement ce qu'est Intercordia. Notre, notre volonté et notre vocation, finalement, c'est à la fois de former, d'accompagner et de diplômer des jeunes qui veulent partir pendant à peu près 9 mois en mission de solidarité en France ou à l'étranger. Donc, formés avec différents partenaires universitaires, à la fois l'Institut catholique de Paris, on a Cécile Dubernay qui est là aujourd'hui et qui va vous présenter cette démarche universitaire avec eux, mais avec l'Université de Strasbourg aussi, avec l'IRCOM à Angers et avec l'ICES à La Roche-sur-Yon. Donc voilà, une formation universitaire et puis au retour un mémoire à écrire. Donc voilà, cette formation. Ensuite, cet accompagnement par l'équipe universitaire et d'Intercordia et aussi par un tuteur qui vous accompagne tout le long de votre cursus. Et diplômé, ben voilà, l'objectif c'est que en sortant vous obteniez un diplôme universitaire qui vous permette finalement de valoriser cette expérience de volontariat ensuite pour une autre formation ou pour un travail. Voilà, donc voilà l'objectif d'Intercordia. Dans l'objectif de ce webinaire qui se fait à distance, là, cette présentation qui se fait à distance, c'est aussi pour vous dire que dans ce contexte sanitaire peut-être un peu complexe, on se rend compte que voilà, c'est quand même possible de partir, c'est possible de vivre une belle expérience et on entend que les jeunes ont besoin d'aller voir autre chose et donc voilà, on voudrait être là pour vous aider finalement à concrétiser un projet de départ un projet de départ pour l'année prochaine. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai demandé à plusieurs personnes d'intervenir. Donc d'abord Thibaut Drelon, qui est un de nos anciens qui est parti dans le cadre du DUSI, donc du diplôme avec l'ICP, l'Institut catholique de Paris, qui a suivi notre formation il y a 2 ans, voilà, qui va vous témoigner du coup de tout le cursus. Ensuite, il y a Cécile Dubernay qui va vous présenter un peu plus la démarche universitaire, voilà, et puis la façon de valoriser cette expérience, parce que en quoi la démarche universitaire vous permet de valoriser cette expérience de volontariat. Et puis, en troisième, on a demandé à Marine d'intervenir aussi. Donc, alors, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Si vous pouvez éteindre vos micros, ça serait super. Et donc, Marine, autrement, qui va intervenir, qui est encore sur le terrain, là, qui est en Égypte en ce moment, voilà, qui va vous témoigner du coup de ce qu'elle vit actuellement. Voilà, mais je ne vais pas être plus longue et je vais laisser la parole du coup à Thibaut. Donc, Thibaut qui est parti au Cambodge il y a 2 ans. Donc, Thibaut, si tu veux bien prendre la parole, je coupe mon Avec, micro, je laisse parler. C'est avec bon? plaisir, avec plaisir. Bah, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Marie, moi je m'appelle Thibaut, j'ai fait la formation Intercordia en 2019. Alors pour me présenter rapidement, avant de faire Intercordia, moi j'étais parti 1 an à l'étranger, mais voilà, je me sentais pas à l'aise parce que je voyageais, mais j'apportais rien en fait au pays dans lequel j'étais. Alors quand je suis revenu, je me suis engagé 1 an dans une multinationale où voilà, je me sentais pas forcément à ma place non plus. Alors j'ai voulu faire un break et m'engager dans une association qui avait du sens pour moi. J'avais toujours ce désir en moi de voyager, de revoyager. Mais du coup, dans une volonté d'apporter mon aide dans un projet qui a du sens pour moi et pour le pays qui m'accueille. Donc, après ça, je pense que dans tout projet tel qu'il soit, en fait, il faut savoir se faire entourer et d'autant plus quand on se projette dans un pays qui est pas le nôtre. Donc, la formation Intercordia est venue à moi et je pense qu'elle était parfaite pour moi. Donc, au-delà de toutes les informations utiles qui nous ont été transmises durant la formation de départ, qui dure 2 semaines, ce que je retiens surtout, c'est, j'ai envie de dire, la bienveillance du programme et l'ambiance générale de la promotion avec des profils très variés. C'est vraiment un plus parce que c'est pas du tout une formation comme les autres enfin, il y a vraiment des liens qui se créent rapidement parce on aborde des thématiques
qui sont fortes, basées sur l'humain, la relation à l'autre, la gestion de conflits, la communication non violente. Et toutes ces thématiques, forcément, rendent une ambiance, euh, une ambiance particulière. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment des outils pour moi qui sont primordiaux pour s'engager dans une association à l'étranger ou en France, mais même également pour la vie en général. Donc, moi, je le sens encore maintenant, après mon retour et dans mon travail actuel. C'est vraiment, je pense, des outils qui vont nous suivre durant toute notre vie. Donc, si vous vous engagez chez Intercordia, gardez vos notes surtout précises. Enfin, c'est très précieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, moi, ce qui m'a vraiment marqué aussi pendant cette formation, c'est surtout qu'on part de soi-même pour appréhender les autres. Donc, on apprend vraiment à mieux se connaître. Et pour moi, c'est ultra important parce que si on ne se connaît pas bien, on peut se tromper dans nos choix et dans ce qu'on peut apporter aux autres. C'est vraiment une posture importante pour aborder son projet, j'ai envie de dire, plus sereinement possible. Donc concrètement, moi, je suis parti au Cambodge pour aider une association qui s'appelle Vivre de sa terre et qui aide les agriculteurs en situation de grande précarité à se sortir de cette situation, notamment grâce à l'agroécologie. Et c'était aussi un organisme de formation d'agroécologie pour les jeunes défavorisés. Alors, mes missions, moi, elles étaient assez variées. Donc, j'étais un peu le chargé de développement de l'association. C'était une petite association où enfin, le fondateur était français, sinon c'était tous les autres membres de l'association étaient khmers. J'ai choisi cet asso parce qu'en fait, elle correspondait bien à mes valeurs, à savoir que moi, je voulais être libre et indépendant dans mes missions, travailler pour une cause environnementale avec une problématique forte pour le pays et également être au plus proche des populations exclues qui ont un besoin social aussi fort. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'il faut vraiment être en accord avec ce qu'on recherche. Moi, voilà, je voulais de l'indépendance, je voulais avoir une mission, pas avoir une mission précise, je veux dire, enfin, voilà, je voulais être libre et pas me renfermer sur une seule tâche. Je voulais pas être en ville, je voulais être en campagne. Donc voilà, tout ça, je pense qu'il est important de le formuler avant de partir pour pouvoir être au plus clair avec soi-même et s'épanouir au mieux. Donc, au final, ma vie là-bas, moi, je vivais en colocation avec 8 maires de l'association, qui étaient des jeunes défavorisés de 20 à 24 ans. Donc, c'était vraiment très enrichissant, hein. C'était une vie en communauté. Et c'était très important aussi pour apprendre l'interculturalité. Bien sûr, mes colocataires, pardon, ne parlaient pas ni anglais ni français. Donc, pour se débrouiller, c'était assez compliqué. On faisait comme on pouvait avec les gestes, le sourire, des jeux de société, le sport. Donc au début, j'étais un peu, voilà, enfin, les colocataires me regardaient un peu comme, voilà, ils ne savaient pas trop qui j'étais. Et puis au fur et à mesure, il y a une relation de confiance qui se crée. Et ce qui a vraiment aidé, je pense, hein, c'est que tous les jours, je prenais 2 heures de cours de Khmer. Et donc ça les a vraiment euh, aidés. Enfin, ils ont vraiment compris que j'étais là pour eux. Et donc du coup, il y a vraiment eu cette relation de confiance qui s'est installée. Et ça, c'était vraiment très important pour m'inclure dans leur culture et et qu'eux, en retour, comprennent que je suis aussi là pour eux, quoi. Alors ensuite, chez Intercordia, on a un tuteur qui est pour moi, c'est vraiment un accompagnement très enrichissant parce que ça permet de prendre du recul sur notre expérience sur le terrain. Donc on envoie en fait chaque mois des rapports d'étonnement. Et aussi, c'est un soutien moral, un soutien permanent qu'on peut appeler n'importe quand, à n'importe quelle heure. Voilà. Et ça, c'est bien parce que c'est un peu une personne tierce en dehors des membres de l'association sur place et en dehors de sa famille. C'est vraiment voilà, un regard extérieur sur les événements et ça, c'est vraiment très bien. Donc, ensuite, en revenant de cette expérience, il faut formuler un mémoire. Donc, voilà, c'est une partie que je trouve assez essentielle parce que ça permet de formaliser pardon, son expérience avec une problématique que l'on trouve sur le terrain. Ça permet vraiment de réfléchir sur une problématique que l'on s'est posée. En fait, il y a pas mal de questions qui émergent quand on arrive dans un pays. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses. Et donc, ça permet vraiment de se poser sur une d'entre elles
voilà, enfin, voilà, une qui nous tient à cœur, qui nous interpelle et nous interroge, et on en fait son mémoire. Donc pour finir, je dirais que être intercordialiste, avant tout, c'est avoir les clés en main pour réussir son expérience, être entouré, donc à la fois par le tuteur, par une promotion, et avoir un diplôme valorisant. Donc c'est quand même une formation qui est engageante, mais qui permet de mieux pouvoir définir ses choix et être beaucoup plus à l'aise. Dans cette optique, moi je suis revenu en France, donc j'avais fini mes études, j'avais fini mon master, et donc voilà, il fallait que je trouve un nouvel emploi. Alors après cette expérience, je ne me voyais plus du tout repartir dans une multinationale ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment un métier qui ait du sens pour moi. Alors, j'étais embauché dans une association avec l'esprit start-up, donc mon côté libre et indépendant était bien là. Et la mission sociale de l'association, c'est d'accompagner les entrepreneurs en situation de handicap dans leurs projets. Moi, du coup, je suis animateur d'une communauté de personnes en situation de handicap. Alors, bien sûr, j'ai envie de dire, si je n'avais pas fait Intercordia, je ne sais pas si j'aurais été embauché là où je suis actuellement. Je pense que c'est un réel plus. Et voilà, je pense aussi que grâce à Intercordia, j'ai pu me poser réellement les bonnes questions de ce qui me plaît, exactement de ce qui correspond à mes valeurs, à mes choix, et de me sentir au mieux à ma place. Et notamment, dans ce qui me plaît, moi, c'est être proche des gens, à leur écoute et leur apporter réconfort. Sinon, après, je dirais que globalement, dans ma vie personnelle, ce que ça m'a apporté, c'est que je sens quand même un changement, notamment en termes de formalisation de ses émotions, de contrôle de soi et aussi également en termes de dialogue qui est beaucoup plus basé sur l'écoute et sur l'écoute de l'autre. Voilà, bah, un grand merci pour ma part. Moi, j'ai fini. Donc, un grand merci de m'avoir écouté. Du coup, je vais passer la parole à Cécile Dubernay, qui est responsable de la formation à Paris du diplôme universitaire de solidarité internationale. Je te laisse la parole, Cécile. Ouais. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Thibaut. C'est vraiment fabuleux. Je suis contente que ce soit enregistré parce que c'est un très très beau témoignage que tu viens de donner. Donc moi je m'appelle Cécile Dubernay et je dirige donc le partenariat avec l'Institut catholique de Paris, c'est-à-dire que je suis chargée de l'accueil des cordialistes en tant qu'étudiant à l'Institut catholique, des formations au départ et des séminaires de retour qui sont faits en co-construction avec Intercordia, et puis tout le suivi du mémoire. Et alors, je vais essayer de compléter la présentation de Thibaut en insistant sur quelques points qui me paraissent importants pour recadrer l'expérience. Je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que les DU, de façon générale, d'où ça vient cette histoire de diplôme universitaire, ce que c'est exactement, comment ça s'articule avec la notion d'année de césure. On voit que Thibaut, par exemple, lui, il était peut-être plutôt en reconversion déjà. Il avait déjà un peu travaillé, il fallait qu'il se réoriente, mais il y a différentes façons d'aborder ce diplôme. Et puis, je vous parlerai ensuite de l'articulation entre expérience et écriture. Et je vous promets, ça ne durera pas plus de 3-4 minutes en tout. Alors, les DU d'abord. C'est important de comprendre qu'aujourd'hui, les universités, finalement, développent ces diplômes qui sont des diplômes intermédiaires, qui ne sont pas les gros diplômes de Bologne, les licences, master ou doctorat. Elles développent des plus petits diplômes qui permettent d'acquérir une spécialisation, qui se font souvent en parallèle ou en alternance avec les plus gros diplômes. Ils ne donnent pas de CTS, aucun DU ne donne de CTS, ils n'en ont pas le droit. Par contre, ils permettent une formation thématique ou d'acquérir certaines compétences rédactionnelles, en autonomie de travail, en recherche, etc., pour compléter autre chose. Et ce qu'il est important de dire, c'est qu'effectivement, ces DU, aujourd'hui, se développent aussi dans un cadre plus large, qui est celui de la mise en place des années de césure au sein des cursus en France. Alors, on est très, très en retard en France par rapport à tous nos voisins européens sur la notion d'année de césure. L'année de césure, c'est l'année qui permet à l'étudiant de faire une pause dans son cursus pour faire une expérience professionnelle, pour acquérir plus de maturité, pour pouvoir parfois se réorienter aussi dans son parcours d'études.
L'État français, je vous l'ai dit, on est très en retard. L'État français a légiféré en 2015 pour cadrer la notion d'année de césure. Les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce avaient commencé avant. Aujourd'hui, tout le monde doit le faire. Et ce qui est important, c'est que l'année de césure, elle vous garde un statut étudiant. Elle vous garde la sécurité sociale, donc ça, c'est important. L'année de césure doit toujours être volontaire et liée à un projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous l'imposer. On ne peut pas non plus vous empêcher de déposer un projet d'année de césure. On peut le questionner, mais vous avez le droit à n'importe quel moment de votre parcours universitaire. Donc, ça, c'est important. Légalement, ça s'est beaucoup clarifié. Par contre, culturellement, effectivement, ce n'est pas notre culture. On a tendance à vous dire foncez, 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 faites vos 5 années, votre master, et ensuite vous serez prêt pour le marché du travail. Mais en fait, elle s'impose cette année de césure parce que le marché du travail est extrêmement compliqué. Et on se rend compte qu'il est très difficile d'y arriver sans expérience déjà du travail, du monde, etc. Et donc, un nombre croissant d'étudiants font des interruptions pour bien structurer leur parcours universitaire et pour arriver sur le marché du travail bien mieux équipés. Et ça fonctionne. Ça fonctionne dans beaucoup de cas, on le voit, parce que les entreprises, entre un gamin qui a 23 ans, son master, mais qui n'a rien fait d'autre que ce master, et un autre gamin qui a 24-25 ans, et qui a fait le tour du monde, et qui a fait des expériences, et qui a fait des stages, etc., bien sûr, au même tarif, ils vont prendre la personne qui a quelques années de plus et d'expérience en plus. Et donc, c'est à cette jonction entre le cadrage de l'année de césure et le concept d'intercordia que nous avons travaillé. Parce que l'année de césure, bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Vous pouvez faire le tour du monde tout seul, vous pouvez aller faire du woofing à droite et à gauche, vous pouvez imaginer vos propres projets, construire vos propres entreprises, etc. Mais il nous a semblé que dans le monde de la solidarité internationale, dans le monde de l'international de façon générale, du développement, il est bon d'être accompagné. Il est bon d'être accompagné parce que ce n'est pas une expérience toujours facile. Et ce qui est important, c'est de pouvoir réfléchir à cette expérience. Et Thibaut en a très très joliment témoigné en disant qu'il était déjà parti, mais finalement, il avait traversé des choses sans nécessairement refléter, réfléchir, prendre le temps d'articuler son expérience et son écriture. Et ça nous paraît essentiel pour que finalement cette expérience puisse être interprétée, puisse être travaillée, puisse arriver à plus de maturité. Parce que c'est une belle chose de vouloir s'engager, de vouloir voyager, mais il faut que ça donne des vraies traces et pas simplement quelques souvenirs. Et la façon dont on le fait, finalement, c'est en articulant, on a construit, et c'est surtout Intercordia qui a construit, mais qui l'articule avec différents partenaires universitaires, une pédagogie de l'écrit. On vous demande dans ce programme de beaucoup écrire, des débuts de la formation jusqu'à le mémoire final. On vous demande d'écrire à différents niveaux. On va vous demander de tenir un carnet de bord, un carnet d'écriture presque quotidien, normalement, qui vous permet de faire le voyage intérieur aussi, de décrire vos émotions. Ça, c'est quelque chose que pour vous, de voir tout ce qui vous paraît incongru, tout ce qui vous dérange, etc. Et puis, vous le savez, vous avez un tuteur Intercordia. On vous demande de rapporter à ce tuteur environ une fois par mois, de faire ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. L'étonnement, c'est la façon de regarder le monde avec des yeux neufs. C'est d'après Platon une clé de l'entrée en philosophie. Et cette capacité à s'étonner, à observer, à écouter, j'ai entendu le mot écoute dans le témoignage de Thibaut aussi, c'est essentiel. Et ça, c'est transformateur aussi. C'est bien d'avoir un regard, votre tuteur, qui n'est ni un prof, ni un parent, qui va avoir une position très intermédiaire, va vous renvoyer, va jouer le miroir avec vous pendant 1 an sur votre expérience. Et enfin, le 3e niveau d'écriture, qui est très important, c'est bien sûr le mémoire, pour lequel vous êtes accompagné par votre université d'attache. Alors ça peut être nous à Paris, mais ça peut être nos collègues de Strasbourg ou nos collègues d'Angers. Et là, il s'agit de confronter donc une des expériences que l'on a faites à la science, à d'autres écrits. Il s'agit de lire autour et de structurer une pensée. Et bien sûr, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisable et qui vous permettra, parce qu'il faut être bien clair, quand vous irez ensuite postuler pour d'autres stages, d'autres emplois, des masters, etc., les gens regarderont votre CV et la première chose sur laquelle ils vont zoomer, c'est ce truc bizarre au milieu qui s'appelle DUSI ou Dieu Codev. Et ils vous diront, mais qu'est-ce que vous avez été faire là au Cambodge? Et là, c'est clé.
c'est une clé de savoir en parler, savoir le dire en quelques mots simples, ce que ça vous a apporté, etc. Et ça, c'est un passeport pour interagir avec les gens, parce que l'international et la solidarité, ça laisse personne complètement indifférent. Donc, on arrive avec ces mémoires à des choses assez extraordinaires. Pardon. Même des étudiants un peu en rupture de l'écrit, s'ils sont retrouvés, excusez-moi, c'est pas le Covid, j'ai juste un de travers. Voilà, je vais m'arrêter juste en disant, finissons peut-être sur cette idée que ça peut vous paraître compliqué de voyager aujourd'hui, et vous en avez probablement envie quand même. Et je pense que c'est tout à fait possible aussi de le faire accompagner. L'année dernière, on s'est dit qu'on n'arriverait pas à monter une promo à cause de toutes les contradictions et les complexités Covid. On a finalement 11 étudiants à Paris qui sont partis. Et ils vivent de très, très belles expériences. Et quand on voit, moi je compare ça avec mes étudiants qui sont restés en France dans leur année universitaire, il y a une très grosse différence. Donc le monde est ouvert, le monde est en transformation. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un des moyens qui permettent aussi d'engager avec ce monde à venir. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je passe la parole immédiatement à une autre cordialiste qui est sur le terrain actuellement, et c'est Marine. Est-ce que Marine est là? Alors, justement, Marine n'arrive plus à se connecter. Elle a été déconnectée et là, ça fait un petit moment qu'elle essaye et elle n'arrive pas à se reconnecter. Alors, Marine est en Égypte, hein, c'est ça? Oui, exactement. Alors, normalement, en début de mois, il y a plus de connexions qu'en fin de mois. Donc, on avait hésité à faire la présentation la semaine dernière. Elle nous a dit non, plutôt début de mois, c'est mieux. Mais a priori, alors attendez, dernier message. Voilà. Mais donc, on va voir si elle peut réussir à se connecter. On sera très content de l'entendre. Mais peut-être que vous avez des premières questions, en fait, sur ce qu'on a dit. Voilà. Oui, alors n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Vous pouvez décocher votre micro et prendre la parole. Ou alors, si vous préférez, à les poser dans le chat. On espère que Marine va nous rejoindre le plus rapidement possible. Mais en attendant, on vous écoute parce qu'on est vraiment là pour vous écouter. Moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas si on m'entend. Très bien, Claire, on s'entend très bien. En fait, donc, ça serait au niveau de la durée du parcours, ça serait de 9 mois. Est-ce que c'est possible que ça soit moins long, plus long? Est-ce que c'est adaptable ou pas du tout? Oui, alors c'est tout à fait... alors, il y a plusieurs variantes. Il y a plusieurs programmes. Le programme avec Paris, c'est un programme qui dure 1 an. Le programme dure 1 an, mais la mission dure entre 6 et 9 mois, la plupart du temps. Et le reste, il y a la préparation, il y a le retour, il y a l'écrit du mémoire. Et dans ces temps-là, les étudiants en général aussi trouvent une occupation, un petit boulot, un autre stage ou quelque chose pour compléter le moment. Ça dépend un petit peu de la longueur de la mission. On a aussi des missions qui sont des services civiques qui durent 1 an. Dans ces missions, ça c'est très intense et le mémoire doit être écrit en même temps que la personne est encore sur le terrain. Donc ça arrive aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités très différentes. On a eu des missions assez courtes récemment parce que Covid a aussi rendu les choses compliquées. L'année dernière, on a eu des gens rapatriés et on a travaillé bien sûr avec eux pour qu'ils arrivent au bout de leur programme. Donc, c'est vraiment, vous devez construire votre projet avec l'accompagnement, mais il y a différentes façons de le faire. Peut-être Thibaut, tu veux réagir? Ou Marie? Alors, réagir, alors je ne sais pas, votre question, c'était plutôt du coup pour faire une expérience peut-être un peu moins longue, si j'ai bien compris. Oui, ça serait ça, parce que comme je suis en contrat actuellement, enfin, je sais pas trop après comment ça pourrait se passer. Donc, effectivement, peut-être un peu plus court. Je pensais peut-être 3 à 6 mois, si possible. Je sais pas si justement c'est envisageable. Du coup, j'ai eu un bon début de réponse. C'est vrai qu'on aime bien tourner plutôt autour de 6 mois, j'allais dire, un peu comme minimum au départ, parce que on trouve que dans la durée, en fait, il y a des choses qui se vivent, qui se travaillent, qui se questionnent, qui sont voilà, du 3e mois au 6e mois, c'est pas les mêmes questions que du 1er au 3e. Donc on trouve ça intéressant. Voilà, après on s'adapte dans une certaine mesure. Donc voilà, on peut réfléchir avec vous un peu plus
personnellement, j'allais dire, voilà, à votre profil, à vos possibilités, quoi. Oui, Merci. je pense que ce qui est important, c'est de prendre contact avec Intercordia et de travailler sur le projet. Donc, on a eu différentes combinaisons. Autre chose que je voulais dire, a priori, la plupart des jeunes veulent partir loin, mais Covid oblige, mais pas que Covid oblige. On a aussi développé des missions plus proches, et donc l'Europe bien sûr, mais aussi des personnes qui restent en France dans des contextes interculturels complexes, et il y en a pas mal. Et donc ça peut aussi intégrer le projet. Il y a des endroits de France où on parle quasiment pas le français. Il y a des endroits de France où c'est extrêmement conflictuel, Calais pour ne citer qu'un endroit. Il y a des endroits où on est confronté à des populations radicalement différentes. Je me rappelle d'un étudiant l'année dernière, Olivier, tu t'en rappelles, Thibaut aussi, qui lui est parti à l'Arche, dans une des arches en Normandie. C'est pas du tout ce qu'il voulait au début. Il voulait partir très très loin, etc. Et il a écrit un mémoire qui s'appelle Voyage extraterrestre au pays du handicap mental. Donc, il a eu l'impression, au bout d'un an, d'être parti dans un autre monde. Et il nous a ramené quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Donc, effectivement, on est ouvert à différents projets. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si on peut continuer dans les questions. Au contraire. Ok. Donc, j'ai assez compris un peu le programme en général. Ce que je me demande, c'est par rapport au choix d'émission. Voilà, comment, si on s'engage, quels sont les steps, le process un peu, si on peut dire comme ça. Voilà, on a affilié une personne, il y a des échanges d'abord. À quel stade, à un moment, voilà, on est vraiment engagé avec Intercordia. Sorte de contrat, entre guillemets. Mais voilà, après, comment on fait la choix d'émission par rapport à nos envies, par rapport à ce que vous avez. Et si on peut venir avec d'autres ONG ou si vous avez vos associations. Voilà un peu mes questions. Merci Diane. Alors, en effet, alors j'avais un petit visuel, je vais partir de... Je vais vous le montrer parce que ça peut permettre de se faire une idée. Donc, mon visuel, il est là. Alors, attendez, je vais essayer de faire vite. Tac, tac, tac. C'est ici. Alors, est-ce qu'il me permet... forcément, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je n'y arrive pas, c'est pas grave. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand vous êtes intéressé, vous prenez contact avec nous. On va vous demander alors de remplir un dossier de candidature qui est à la fois une lettre de motivation, un CV, mais aussi un questionnaire qui déjà vous aide à vous projeter en fait dans votre expérience sur place pour pour vous aider à continuer à discerner est-ce que c'est le bon moment de partir, comment j'envisage les choses, qu'est-ce que je veux faire vraiment de cette année, voilà. Donc on vous demande de remplir un dossier de candidature. On vous demande aussi 50 € de préinscription. Et à partir du moment où vous avez déposé votre candidature, en fait, vous allez être accompagné par un tuteur. Donc, Thibaut en parlait tout à l'heure du tuteur. Donc, normalement, c'est cette personne-là qui va vous suivre jusqu'à la soutenance de mémoire. Donc, vous êtes accompagné par ce tuteur qui vous aide aussi à vous poser les bonnes questions, qui vous aide dans votre recherche d'association. Voilà. Nous, au niveau de l'équipe d'Intercordia, on vous accompagne aussi dans cette recherche d'association. On est en lien avec un certain nombre d'associations qui peuvent être prêtes à accueillir des volontaires, mais en même temps, on est aussi tout à fait ouvert à ce que vous arriviez en disant, bah voilà, je souhaiterais partir avec telle association. Si on ne la connaît pas, on se renseigne sur cette association parce qu'on a besoin de savoir ce qu'elle vous propose, que vous soyez bien encadré aussi. Enfin voilà, on a besoin de savoir où vous partirez, quoi. Voilà. Ensuite, on a un entretien. Enfin, vous avez un entretien avec des membres d'Intercordia. Et suite à cet entretien, on va vous dire si oui, on vous retient pour le diplôme, enfin pour la formation, le cursus, ou non. Et vous aussi, à ce moment-là, on vous demande de confirmer votre inscription ou pas.
Sachant qu'en fait, les dossiers, c'est maintenant qu'il faut les envoyer. C'est-à-dire qu'on les étudie, donc là encore, en juin, mais il faut aller assez vite, en fait, maintenant. On a fait plusieurs autres présentations. Là, c'est un peu notre dernière présentation qu'on fait. Et voilà, il faut aller assez vite. Le dossier est accessible sur notre site Internet. Voilà, mais on pourra, si vous voulez, vous l'envoyer aussi par mail, voilà, que vous ayez tous les éléments. Voilà, et donc du coup, suite à cet entretien, vous vous engagez ou pas pour partir avec nous. Normalement, on vous demande d'avoir une association d'accueil, voilà, pour vous engager, pour suivre la formation au départ. Cette année, c'est sûr que l'année dernière, c'était déjà le cas, mais la situation sanitaire fait que c'est quand même un peu plus long de trouver une association d'accueil. Donc voilà, on en a qui ont trouvé leur association d'accueil en septembre pour partir en octobre ou novembre. Voilà, on sait que ce n'est pas forcément possible de trouver là en juin pour partir dès le mois d'octobre. Voilà, donc voilà pour les candidatures. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Oui, oui. Après, je pose plein de questions, mais si par exemple on s'engage avec vous, est-ce que voilà, il y a un domaine dans lequel on a envie un domaine d'association dans lequel on a envie de s'engager, si c'est notre critère, j'imagine que ça peut mettre 2 semaines ou 3 mois à trouver, par exemple, l'asso. Oui, bien sûr, vous pouvez prendre du temps. Vous avez une idée, par exemple, de type alors à la fois de destination et de type de mission que vous souhaiteriez vivre? Oui, bah, du coup, ça va de part avec mes questions, mais Oui, j'aimerais vraiment m'investir dans un domaine écologique, c'est vraiment au sens large. oui. C'est une bulle de mots qui va de nature, fleurs, faune et flore, environnement, développement durable, etc. Je sais aussi que dans les pays du Sud, parfois la RSE, développement durable, c'est pas connu. Donc c'est d'une manière ou d'une autre, voilà, dans le domaine de l'écologie. Et je sais qu'il y a des structures d'envoi qui, eux, ont plus d'associations dans ce domaine-là, et d'autres pas du tout. Et du coup, avant de m'engager, je voulais un peu savoir. Oui. Alors, en fait, chaque année, on a des personnes qui partent dans ce domaine-là, en fait. Bon, Thibaut l'a un peu dit, finalement, il était quand même lié à ça. Et voilà, chaque année, on en a qui partent dans des structures comme ça. En fait, Intercordia met en lien avec vous met en lien avec son réseau d'associations. Mais voilà, encore une fois, vous pouvez partir avec un autre réseau et de toute façon, on vous invite à chercher aussi par vous-même parce que en cherchant par vous-même, c'est un peu ce que disait Thibaut, mais en fait, c'est important que vous choisissiez quelque chose qui réponde vraiment à votre aspiration. Et donc, du coup, en cherchant par vous-même, vous arrivez à vous dire, mais finalement, c'est plus vous dites l'écologie au sens large, voilà, donc du coup, c'est plus tel domaine ou plus tel autre, enfin voilà. Donc, de toute façon, on va vous encourager à chercher déjà par vous-même pour laisser décanter un petit peu, voilà. Et puis si nous, dans nos partenaires, il y en a qui correspondent, on va vous mettre en lien avec eux. Si on a des anciens qui ont été dans des associations qui peuvent vous correspondre, on va aussi vous mettre en lien avec eux. Voilà, pour faciliter finalement cette recherche. Je vois que Marie nous a rejoint. Voilà, oui, tout à fait. Mais juste, peut-être, est-ce que Diane en a répondu à votre question avant de donner la parole à Marine? Oui, et du coup, juste une autre qui m'est venue, c'est du coup, est-ce qu'on part avec notre profil ou avec une sorte de compétence, si je peux. Ah bah, en fait, ça va dépendre de la structure d'accueil. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous demander une compétence bien particulière et donc vous l'avez ou vous ne l'avez pas, enfin voilà, mais si vous partez avec elle, c'est que vous l'avez. Et puis il y en a qui vont vous demander, qui vont chercher moins de compétences techniques qu'une volonté d'investissement et un intérêt pour leur structure, quoi. Ouais. Ok, d'accord, merci. Je rajoute juste un point aussi sur le fait que je vous encourage à aller voir aussi tous les services civiques qui sont mis en ligne, hein, puisque ça se développe de plus en plus à l'international et notamment dans les champs dont Diane vient de parler. Et là, il y a des profils de poste. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on peut travailler aussi derrière. Tout à fait.
Merci Cécile et merci Diane pour ces questions et on va redonner la parole un petit peu après. Mais Marine, du coup, on va t'écouter. Maintenant, on est contente de voir que tu t'es reconnectée. Donc, on te laisse la parole pour voilà, témoigner de ce que tu vis aujourd'hui en Égypte. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolée du retard. J'ai essayé, là je viens de faire tout le tour de la maison pour trouver le réseau Wi-Fi parfait. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais bon voilà, je suis là et normalement ça va marcher. Je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 23 ans et je suis actuellement volontaire de la solidarité internationale en Égypte, dans une communauté religieuse avec l'œuvre d'Orient. Moi, je suis infirmière et donc j'interviens dans un dispensaire. Je soutiens les activités d'un dispensaire et je participe également à l'ensemble des activités qui sont proposées par les sœurs avec qui je vis, des activités qui sont menées à destination de familles démunies. Ça peut être, par exemple, je m'occupe d'enfants sur le temps du midi. L'après-midi, on va visiter ces familles-là. Ces familles-là, c'est aussi des patients parfois qu'on reçoit ici au dispensaire. On mène des projets pour eux comme la rénovation de bâtiments. Donc en fait, je ne suis pas que infirmière ici en Égypte. Je dirais que toutes mes compétences sont mises à profit, voilà, autant que je peux. Donc moi, je suis partie au mois de novembre. Et aujourd'hui, ça fait exactement 7 mois que je suis ici. Et je suis très heureuse de me trouver ici. C'était pas la mission que j'espérais au début. Moi, je visais plutôt un pays d'Asie. Vraiment, c'est une bénédiction. Chaque jour est plus beau que le précédent. Je peux même pas dire ça, c'est chaque jour est la meilleure journée. Voilà. Je sais un peu ce que vous m'avez demandé. L'apport de l'écrit. Alors, pardon, Marie, est-ce que ma présentation elle était assez bien? C'est bon, j'ai rien oublié. Écoute, c'est bon. Le son n'est pas toujours excellent, donc parle bien lentement, Pardon. qu'on soit sûr de bien t'entendre. Mais voilà, mais c'est bon, vas-y. Donc, tu voulais du coup nous parler de l'apport de l'écrit dans De ta démarche. l'écrit, de l'apport de l'écrit. Oui. J'arrive à écrire assez facilement. J'écris par exemple des témoignages proches. J'écris pas toujours dans mon journal de bord parce que j'ai pas toujours le temps. Parfois les soirées se prolongent et j'ai pas le temps d'écrire le soir, mais j'essaie régulièrement d'écrire en fait tout ce que je fais. Et après, quand quand je rédige un rapport d'étonnement, je relis ce que j'ai fait et je vois les choses qui ressortent le plus. Par exemple, je sais pas, il se peut que je sois marquée par une enfant que je suis, que je vois tous les jours. Donc en fait, chaque jour, je vais écrire un petit truc sur elle et à la fin, quand je vais rédiger mon rapport d'étonnement, je vais me dire ah en fait, enfin, ça me permet de faire un retour sur ce que j'ai vécu. Donc je dirais plutôt que mon journal, c'est plus factuel, je décris plus vraiment. Et le rapport d'étonnement, c'est un retour en arrière, c'est plus une réflexion que je mène. Et en fait, j'essaie d'écrire les 5 semaines à peu près. Je trouvais que 4 semaines, c'était trop court et après, c'est trop long. 5 semaines, c'est bien. J'ai un calendrier où je me mets des croix. Quelle date faut que j'envoie un rapport d'étonnement. Et en fait, c'est assez bien de faire comme ça, je trouve. Ça permet de, hop, 5 semaines, on se fait un petit point. Et en même temps, après, on voit la progression. On se dit, ah, au début, je me disais, ah, ça fait 5 semaines déjà que je suis là, ça fait pas beaucoup. Et là, maintenant, je me dis, ça fait 7 mois et en fait, c'est passé tellement vite. Et quand je relis les rapports d'étonnement, je me dis, ah, quand je suis arrivée, c'était comme ça. Et maintenant, je me dis, oh, ça y est, ça maintenant, c'est plus un obstacle. Ça, c'est, oh là là, ça, c'est passé, j'ai vécu tellement de choses. Je me rends compte déjà de toute la progression que j'ai eue. Et c'est vraiment du bonheur de me rendre compte de ça. Là que je suis encore en mission
Et voilà, je n'ose même pas imaginer quand j'aurai. Après, la formation Intercordia, comment ça me sert tous les jours? Je sais pas si comment. Je me rends pas compte en fait que ça me sert tous les jours, mais je pense que ça a vraiment été essentiel dans le sens où on a au cours de la formation, on a eu un atelier sur se connaître soi. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de se connaître soi avant de partir pour savoir quelles seront nos limites. Et comme ça, on se lance pas non plus tête baissée dans n'importe quelle mission, ça fait qu'on a vraiment envie de partir. Il faut savoir ce qu'on veut vraiment, sur quoi on est prêt à céder ou pas. Euh, voilà. Après, faut pas non plus avoir une idée bien précise exactement de ce qu'on veut, parce que comme je l'ai dit, moi, je partais plutôt sur un pays asiatique. Je m'étais dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, j'apprendrai le vietnamien et tout ça. Et au final, je me retrouve en Égypte, j'apprends l'arabe, je rencontre des gens que je pensais pas du tout rencontrer. Je suis bouleversée tous les jours, mais vraiment, moi, c'était ça que je voulais, et au final, je suis très heureuse de ça. La formation nous a beaucoup appris sur l'interculturalité. Et ça, c'est, waouh, ça, c'est vraiment la chose, je pense, la plus importante parce que ici, la culture en Égypte, c'est tellement différent de tout, de la France, en fait. Et donc, vraiment, être confronté à une culture différente et après, vivre au cœur de cette culture, c'est, waouh. Moi, je vois, quand je parle avec les sœurs avec qui je vis, et même avec une autre, avec Mariana, l'autre volontaire qui est avec moi, les jours, on se rend compte qu'il y a des choses différentes. Et après, au final, on se les approprie. Et donc, la sœur Camilla, par exemple, la sœur avec qui je suis le plus en contact, elle parle d'inculturation et vraiment, elle dit, oh, vraiment, maintenant, vous faites partie de chez nous, en fait. Vous faites partie de la culture, les gens vous reconnaissent. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je vous verrai jamais faire. Merci. Merci beaucoup, Marine. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être que vous avez des questions d'ailleurs à Marine et à Thibaut, enfin à poser à Marine ou à Thibaut. Voilà, enfin, vraiment, n'hésitez pas. Donc, Marine est dans le cursus d'Ouecodev avec l'Université de Strasbourg. Voilà. Oui, il y avait une question, non? Quelqu'un qui voulait poser une question? Moi, j'ai une question, mais elle ne s'adresse pas spécifiquement à Marine ou à Thibaut. C'était plus pour savoir les principes d'intégrer finalement ce système. Il faut toujours être étudiant ou parce que, en fait, moi, je suis en train de terminer mon école et donc j'ai pas d'année de césure en fait. Là, techniquement, c'est fini. Et je voulais savoir si, comme l'année prochaine, je sais pas très bien. Je n'ai pas encore de choix professionnel bien défini et j'aimerais bien pouvoir prendre ce temps justement pour à la fois faire quelque chose d'utile dans un sens et dans un autre sens, justement faire quelque chose d'utile aussi pour moi, prendre ce temps finalement. Je vais peut-être répondre si ça ne vous dérange pas. Parce qu'en fait, j'étais exactement dans le même cas que toi quand j'ai fait la formation Intercordia. J'ai fini juste après mon master. Donc, en fait, il n'y a vraiment pas de prérequis. On peut y aller quand on veut. C'est vraiment ouvert. Il y a pas d'âge non plus. Enfin, forcément, faut être jeune quand même. Mais voilà, c'est ouvert à tout le monde, donc à n'importe quel moment de son parcours. Donc ça, enfin, c'est aussi ce qui est bien pour Intercordia, enfin pour la formation. Et d'ailleurs, c'est adapté à chaque âge. Enfin, moi, j'étais l'un des plus vieux pour la promotion de l'année dernière ou il y a 2 ans, là. Mais au final, ça parle tellement de l'humain. En fait, ça parle à tout le monde. Donc, il y a vraiment aucun souci. Et puis après, forcément, au niveau des rendus, bon, bah, moi, j'avais plus de choses à donner parce que voilà, j'avais déjà fait mon master et tout. Mais voilà, après, ça dépend des gens. Donc, non, vraiment, il y a aucun problème, quoi. Après, je sais pas si Cécile ou Marie veut ajouter quelque chose. Mais... Oui, je confirme, hein, ça peut se faire à n'importe quel moment et c'est très chouette pour une promotion Intercordia d'avoir des gens de différentes générations.
Là, on a 2 témoignages de personnes qui sont déjà des professionnels, qui étaient déjà des professionnels au moment de partir, à la fois Marine, infirmière, Thibaut, son master en poche, mais on a vraiment des cas de figure très différents. Plus vous avez de compétences, plus vous trouverez des missions facilement, mais vous aurez aussi quand même à apprendre beaucoup de choses, et parfois les plus jeunes aussi. Oui, bien sûr, j'imagine. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces réponses. J'aurais une question moi, pour Marine qui, du coup, vit actuellement dans les conditions sanitaires actuelles, son expérience. Est-ce que ça te dérange le Covid par rapport aux restrictions, etc. Est-ce que tu aurais préféré le faire à un autre moment ou pas? Ici en Égypte, pour ce qui est du Covid, c'est comment dire, c'est pas du tout comme en France. Il n'y a pas de gestes barrières, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de, c'est très très libre. Les gens ne se préoccupent pas, c'est pas leur préoccupation. Et les masques, déjà, c'est très cher. Et moi, je suis en plein milieu d'Égypte, dans le gouvernement le plus pauvre. Donc, en fait, la préoccupation, c'est pas le Covid. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Alors moi, je vais peut-être juste répondre un petit peu, enfin réagir à votre question, Claire. C'est vrai que donc Marine nous dit qu'en Égypte, donc il n'y a pas, enfin voilà, c'est pas la préoccupation. Il y en a d'autres pour qui ça a pu être un peu la préoccupation sur place, mais en fait là, ceux qui sont partis cette année, ils ont pu vivre leur expérience normalement. Alors, on en a une qui a été rapatriée, mais à cause d'Ebola, pas à cause du Covid. Alors après, c'est vrai on avait demandé, par contre, à tous nos candidats, enfin on leur demande, d'avoir aussi un plan B en Europe, au cas où les frontières soient fermées, pour pouvoir voilà, se rapatrier, j'allais dire, sur une mission en Europe, si jamais c'est pas possible de partir dans la destination qu'ils ont visée. Voilà, mais non, c'est vrai que ceux qui sont partis ont pu vivre leur expérience facilement. Ceux qui étaient en France, il y en a quelques-uns qui ont eu peut-être un peu plus de mal, mais en même temps, ils ont été dans des associations où voilà, ils ont pu aussi vivre leur mission normalement. Donc voilà, donc du coup ça a été possible. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu à un moment 15 jours de confinement où voilà, où ils ont dû être confinés, mais après voilà, ça a repris et donc du coup alors là on a des personnes marines et hors Europe et tout ça, mais on en a voilà, qui sont restés, enfin, d'ailleurs ça n'a rien à voir avec l'Europe, mais le dernier témoignage qu'on avait, en fait, on avait une étudiante qui nous disait, mais voilà, vraiment, je suis contente d'être partie cette année parce que, enfin, c'est ce que disait Cécile, mais parce que je fais quelque chose de mon année et alors que, voilà, je vois mes collègues étudiants qui galèrent dans leurs études et voilà, et finalement, je suis dans un pays où c'est moins contraint que, voilà, que ici en France, quoi. Avait une question longue. Moi, j'ai une autre question. Je ne sais pas si… Je voudrais donner, excuse-moi Justine, il y a Hong qui a levé la main plusieurs fois. Pardon. On va la laisser poser sa question, puis après on revient vers toi. Oui, du coup, ma question c'est avant de partir, est-ce qu'il faut préparer un budget spécifique? Est-ce qu'il faut contacter la banque pour les transferts d'argent ou enfin, au cas où s'il nous arrive quelque chose? Est-ce qu'il faut acheter des assurances multirisques? Voilà, c'est plutôt des questions sur la préparation avant de partir. Alors, en effet, il faut prévoir cette année-là et avec en effet la question du financement des assurances. Alors, point de vue assurance, on vous demande en effet d'être assuré
pour partir. Ça, c'est sûr. Il faut que vous ayez une assurance qui permette un rapatriement si nécessaire. Voilà. Donc, suivant le statut avec lequel vous partez, parce que voilà, il peut y avoir, vous pouvez partir en service civique, en volontariat de solidarité internationale, en volontariat juste comme ça, en un statut propre à l'association avec laquelle vous allez partir. Donc, suivant le statut dans lequel vous allez partir, vous allez avoir cette assurance qui sera prise en charge ou pas. Donc, voilà, mais c'est en effet une vraie question qu'il faut se poser et qui va se poser en fonction de l'association avec laquelle vous partez. Mais de toute façon, on vous demande d'être assuré. Voilà, ça, c'est vraiment important. Après, sur l'aspect financier, ça dépend aussi du statut avec lequel vous partez. Parce que quand vous êtes en service civique ou en volontariat de solidarité internationale, par exemple, en fait, vous avez un petit quelque chose qui vous est donné chaque mois, enfin un petit, c'est pas un salaire parce que c'est pas beaucoup, mais une indemnité en fait chaque mois qui vous permet enfin voilà, de vivre le quotidien, de vous héberger ou alors vous êtes hébergé dans l'association, donc c'est en plus, ben voilà. Mais de toute façon, j'allais dire, là encore, en fonction du pays, en fonction de votre statut, il va falloir faire en effet un budget, regarder ben voilà, ce que va vous coûter l'année. Il y a aussi le prix du diplôme, de la formation diplômante, qui est autour de 1 400 € pour les 2 diplômes. Voilà, il y en a un, c'est 1 420 et voilà, et l'autre 1 490, je crois. Voilà, mais donc autour de 1 400. Voilà, donc tout ça, en effet, il faut pouvoir le budgéter pour pouvoir voir ce qui est possible ou les démarches à entreprendre pour aller de l'avant. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Je voulais juste dire, ça c'est aussi quelque chose qui se prépare en lien avec Intercordia. Et ça dépend tellement des pays et des missions et des statuts que chaque cas est un peu différent. Mais il y a un accompagnement, en tout cas un accompagnement à préparer ça. Il y avait Justine qui avait une question ? Ouais. Alors, c'est juste en bas, ça revient un petit peu à la question qu'a posée Ongvani. C'était au niveau, ouais, tout ce qui va être logement sur place après. Et puis, en fait, quand on n'a pas de projet, je veux dire, clair et défini, parce que dans mon cas précis, je n'ai pas d'association, je n'ai rien du tout, postuler chez Intercordia, comment ça se passe? C'est-à-dire que finalement, je n'aurais pas grand-chose à présenter à part qui je suis et ce que j'aimerais pouvoir apporter plus tard, mais je veux dire, je ne sais pas si c'est suffisant pour finalement être pris. Alors, en fait, j'allais dire, aujourd'hui, on va vous accompagner, en fait, à partir du moment où on a votre dossier de candidature, où là, on va voir vos motivations, le pourquoi oui, ça, vos motivations à partir, finalement, et un peu qui vous êtes. On va ensuite on va prendre le temps avec vous de voir, suivant votre profil, quelles sont les associations qui peuvent éventuellement vous intéresser dans notre réseau ou dans le réseau de nos anciens. On va vous inviter quand même à chercher aussi par vous-même, ce que je disais tout à l'heure, hein, voilà, pour que ce soit un choix, un vrai choix de votre part. Voilà, mais donc du coup, il ne faut pas attendre d'avoir une association d'accueil pour prendre contact avec nous. Au contraire, voilà, plus tôt on vous connaîtra, plus tôt on pourra vous accompagner. Et donc voilà, n'attendez pas d'avoir trouvé l'association d'accueil pour venir vers nous. On est là pour vous aider aussi à ça. D'accord. Et ça se fait dans les périodes de juillet, août, et en fait, ça commence en septembre ou quand est-ce qu'il faut avoir cette association? Alors, en fait, le dossier, il faut l'envoyer en juin. Le dossier Oui, de mais ce candidature, dossier-là, voilà. ok. Et après, voilà. Et après, la recherche d'association, normalement, c'est en effet pour début septembre. En fait, là, vu le contexte, on en a un certain nombre qui ont suivi notre formation et qui ont trouvé ou finalisé, en tout cas, le lien avec l'association qu'après la formation au départ. Parce qu'il y a 2 semaines de formation au départ qui ont lieu du 30 août au 10 septembre, pardon. Voilà. Donc, il y en a certains qui n'ont pu concrétiser qu'après. Tous ceux qui ont suivi la formation ont pu partir. Ils ont trouvé une association, mais ça a mis plus de temps
à cause du contexte en fait actuel. Voilà, donc certains ne sont partis qu'en novembre ou décembre de ce fait-là, mais tout le monde a pu partir. Voilà, donc en juillet-août, oui, il y a des choses qui vont se faire, bien sûr. En même temps, c'est aussi une période où il y a quand même des vacances un peu partout, donc ça peut être ralenti et ça reprend en septembre, octobre. Hein, voilà, oui, forcément, là, on s'adapte un petit peu, vu le contexte, voilà, on s'adapte un peu, quoi. Je voudrais juste te dire, le plus tôt, c'est le mieux. Hein. Plus c'est préparé en amont, Oui. mieux c'est pour tout le monde. J'ai une question aussi, si possible. Quand on part au sein de l'association ou de l'organisation, est-ce qu'on doit avoir un poste défini ou est-ce qu'on peut être seulement volontaire, bénévole? Alors, ce qu'on vous demande, en fait, c'est vraiment d'être en contact avec la population locale, d'être dans une relation avec des personnes qui rencontrent des difficultés différentes de celles que vous êtes habitués à côtoyer, enfin voilà, certaines vulnérabilités finalement, que ce soit le handicap, des soucis économiques enfin voilà, des personnes qui sont parties avec microcrédit, dans l'écologie, on l'a vu tout à l'heure, dans les soins suivant votre formation au départ, initiale. C'est très, très, très varié en fait. Et on vous demande pas forcément, enfin, en effet, on vous demande pas de partir en tant qu'expert, voilà, dans l'association, mais plus dans le contact, dans la relation, et voilà, en vous rendant utile, mais en fonction de votre parcours à vous, de qui vous êtes, voilà, de votre personnalité, oui, voilà. Donc voilà, on ne demande pas des compétences techniques particulières. Il y a des associations aussi, par exemple Marine, elle a aussi été prise parce qu'elle avait ce diplôme d'infirmière, parce qu'ils avaient un besoin au dispensaire pour ça. Mais ensuite, elle fait aussi des visites dans les familles ou de l'animation auprès des enfants. Et du coup, c'est pas son diplôme d'infirmière à ce moment-là qui lui sert, quoi. Voilà. Et on aime bien d'ailleurs quand vous partez avec une compétence technique particulière, qu'il y ait aussi ces temps gratuits avec les gens autour de vous. Parce que c'est là où vous allez créer le plus de liens, les liens les plus profonds. Et c'est ça qui va vous bouger le plus. Voilà. Donc, voilà, il faut un peu les deux. Je rajouterais juste une chose. Ce qu'on vous demande, ce qu'Intercordia vous demande aussi, c'est quand même une lettre de mission de l'association qui explique un peu, d'ailleurs c'est important pour vous, ce que vous allez faire. Ce n'est pas forcément une description de poste au sens technique, expertise, mais c'est quand même un enjeu, quelque chose sur lequel vous allez travailler. Et ça, normalement, c'est fourni par les associations. Bonjour, moi j'ai plusieurs questions. Dans un monde, disons, sans Covid, est-ce que le début de la formation du coup reste bien en septembre? Et quelles sont les conditions d'accès, je dirais, en termes de niveau d'études, s'il y en a? Et du coup, en fait, si l'université peut refuser un dossier d'un candidat. Bon, première. Je réponds très rapidement. C'est un diplôme universitaire, c'est-à-dire que pour pouvoir y prétendre, il faut avoir l'équivalent du baccalauréat. C'est la contrainte majeure. Quand j'ai dit l'équivalent, ça veut dire qu'on a même eu des gens qui n'avaient pas le baccalauréat, mais qui avaient validé l'équivalent via la VAE. Mais c'est vrai que le principe de l'entrée à l'université, c'est d'avoir le baccalauréat. À partir de là, tout est possible. Merci. Et excusez-moi. il me semblait qu'il y avait deux volets. Oui. Oui. Je voulais juste revenir sur la question d'avant, mais il y avait beaucoup de bruit autour de moi, donc j'ai pas pu prendre la parole. Pour ma part, ma mission n'était pas très bien définie quand je l'ai acceptée. L'œuvre d'Orient m'avait dit que que j'allais intervenir dans un dispensaire, mais je n'avais aucune idée de la taille du dispensaire, de qu'est-ce que j'allais faire concrètement sur place. Et en fait, moi, je suis la première volontaire en mission longue durée ici. Donc même pour la communauté, elles savaient pas tellement, elles n'avaient pas d'idée
claire, nette et précise de ce que j'allais faire. En fait, ma mission a évolué avec le temps. Au départ, j'étais vraiment que au dispensaire. Et après, on m'ont dit, viens par-ci, viens par-là, tac, tac, tac. Et au final, c'était fait comme ça. Mais au départ, c'était pas clair, clair, clair. Mais bon, voilà, c'est tout le charme de la mission. Merci Marine. Alexia, je crois qu'il y avait une autre question aussi sur le timing. Enfin, est-ce que toutes les formations sont en septembre? C'était ça, hein, la première partie de votre question. Alors, hors Covid, en effet, il y a une formation en juillet et une formation en septembre. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond. Ça répond à ma question. Merci. Et du coup, la deuxième, qui est un peu liée, c'est dans le cas où un volontaire, enfin, en fait, est déjà en mission, est déjà en service civique ou en VSI. Est-ce que pour lui, c'est possible de rejoindre cette formation, mais sachant qu'il est déjà engagé dans une mission, qu'il a déjà effectué une préparation au départ? Voilà. Alors, en fait, la formation au départ n'est pas tout à fait la même que la préparation au départ qu'on a quand on part en VSI. Alors, vous êtes en VSI, là, vous, actuellement? Plus maintenant, mais je l'ai été. Je suis toujours volontaire. D'accord, ok. Mais voilà, mais donc du coup, c'est pas tout à fait la même formation. L'idée, c'est aussi d'ancrer ça donc dans la démarche universitaire, ce qui n'est pas proposé en fait dans les formations au départ quand on part en VSI. Voilà, donc du coup, il faut refaire cette formation, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, cette formation, elle se fait en présentiel, donc voilà, elle est en France. Après, oui, on en a qui sont partis, j'allais dire, entre plusieurs années de volontariat, quoi, ayant déjà vécu du volontariat, et puis faisant cette année-là enfin, c'est une façon de valoriser l'année de volontariat dans le cadre d'Intercordia et les années de volontariat aussi précédentes, parce que inévitablement, ça vous marque aussi. Donc, du coup, voilà, ça peut permettre de valoriser ces autres années, quoi. D'accord, merci. Pour la formation qui est habituellement ouverte en juillet, il faut aussi prendre combien de temps en avance? Et est-ce que vous pensez que ça sera envisageable pour 2022, 2023 ou est-ce que vous avez une perspective sur ça? Si on pouvait savoir quand est-ce que le Covid allait quitter cette terre. En fait, bon, voilà, en fait, on espère bien que l'année prochaine, il pourra y avoir à nouveau les deux formations, en fait, hein. Voilà. Normalement, la formation de juillet est plus dans le cadre de notre partenariat avec l'Université de Strasbourg. Et la formation de septembre, plus dans le cadre avec l'Institut catholique de Paris. Sachant qu'il y a toujours un peu des exceptions quand il y en a certains qui veulent vraiment tel diplôme et qui sont disponibles qu'avant ou qu'après. Bon, enfin voilà. Voilà. Donc oui, on espère bien qu'en juillet 2022, il y aura cette formation en juillet. Ouais. Voilà, mais ça, aujourd'hui, je ne peux pas vraiment donner de garantie, mais on fera tout pour. En fait, là, on a fusionné les deux formations parce que comme voilà, on a quand même un peu moins de candidats qui envisagent de partir vu le contexte parce que ça fait peur et donc du coup, les gens se bloquent en fait, se disent que c'est pas possible, même si là, vous avez pu voir que ça l'est, mais voilà. Donc du coup, on a préféré fusionner les deux formations. Et du coup, quand c'est en juillet, il faut envoyer quand au maximum les dossiers? Alors du coup, au plus tard, il faut le faire pour début mai. Voilà. Mais encore une fois, enfin, Cécile le disait tout à l'heure à Justine, mais c'est vraiment important de le faire le plus tôt possible en fait. Plus tôt, on a des personnes qui nous contactent en octobre-novembre pour partir qu'un an après. Plus tôt on vous connaît, plus tôt on peut vous accompagner dans le mûrissement de votre projet, dans le lien avec les associations et tout ça. Donc voilà, il y a tout bénéf à nous contacter tôt. Voilà, le mois de mai, c'est la limite, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alexia. Oui. Est-ce que, du coup, les formations, elles sont payantes? Enfin, il y a des frais pour l'année ou les 2 ans. Est-ce qu'il y a des aides qui sont disponibles pour les
les Alors, étudiants ou les volontaires. oui. Alors, c'est des diplômes d'université et du coup, ça ne donne pas droit aux bourses d'État, Crous. Voilà. Après, on aime bien voir le profil de la personne, ce qu'il essaye de mettre en place pour que financièrement ça puisse être jouable, la recherche de fonds qu'il fait éventuellement aussi personnellement. Et voilà, et ça nous est arrivé d'aider certains où on voyait que voilà qu'ils avaient fait leur maximum, qu'ils avaient réussi à récupérer un peu d'argent, mais bon, voilà, qui avaient du mal à boucler complètement leur budget, où on a pu du coup les aider un petit peu. Voilà, c'est vrai qu'on n'aime pas quand c'est l'aspect financier qui vous bloque en fait. Voilà, mais il n'y a pas de bourse d'État possible pour les diplômes universitaires. Voilà, ça dépend aussi du coup des statuts. Bon, voilà, a priori, vous connaissez ça, la question des statuts. Mais voilà, c'est vrai que le statut peut permettre quand même de résoudre en partie cette question-là. Très bien, merci. Okay. Et je prends la parole. Oui, effectivement, il n'y a malheureusement pas de bourse d'État pour ce genre de diplôme. Je prenais aussi juste la parole pour vous dire au revoir parce que je vais devoir vous quitter. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir d'être là et de pouvoir échanger, et quel que soit d'ailleurs votre chemin. J'ai vraiment, ça me fait plaisir d'entendre des gens comme Thibaut, d'entendre des gens comme Marine, parce que voilà, on s'est croisés et c'est super de les voir. Ça nous redonne de l'énergie pour continuer dans les années qui viennent. Voilà, écoutez, bonne journée et puis au revoir à tous. Merci Cécile. Merci, au revoir.